أنا ما كملتش المطلب كان كيف ما جيتش حياتي بس أنا جيت Annoncer la formation. Pas dire comment la classe. Bonjour à tous. D'abord, est-ce que vous nous entendez? Écrivez sur le chat si vous nous entendez. Parce que non, il relève le son. Je ne sais pas pourquoi. Bonjour. Ah, très bien. Donc, je suis le docteur Gougan de la direction de la formation du ministère de la Santé. Nous avons le plaisir d'être avec vous en continuité. On reste toujours en visio en attendant que Ikhlas Ramadan, on va commencer le présentiel, mais on reste toujours en visio. Nous allons entamer un thème qui portera toujours sur la Covid. En fait, les séquelles Covid pèsent et durant toute l'année, je pense que pour ma part, il y aura beaucoup de formations concernant la post-Covid. Sans trop tarder, je remercie le professeur Hashmi d'avoir initié cette action, d'avoir proposé ce thème. Je remercie aussi la collègue de radiologue qui va se présenter tout à l'heure du CHU Beblouet, du même CHU. J'espère que le son est bon là. On ne peut pas crier plus que ça. Je ne peux pas crier. D'habitude, j'ai une voix qui porte. Mais essayez d'arranger à votre niveau le son. Je sens trop tarder. Déjà, il est 10 heures. Et même si on est à une trentaine de personnes, on est obligé de commencer. 10 heures, c'est vraiment tard pour continuer à attendre. Merci à vous. Professeur, je vous donne la parole. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Vous présenter un thème qui est nouveau en Algérie, mais qui commence à prendre beaucoup plus d'importance avec la Covid-19. Entre autres, c'est le mycormycose rhino-orbito-cérébrale, qui est une complication très importante et grave des mycormycoses. On va commencer immédiatement.
Alors, c'est une infection fongique opportuniste extensive. Elle est considérée comme une urgence médico-chirurgicale. La mortalité est très élevée, pouvant atteindre 80%. Elle est surtout retrouvée chez les diabétiques et les immunodéprimés. Heureusement, elle est rare, 1,7 cas pour 100 000 habitants par an. Les mucormycoses sont un problème émergent, surtout chez les malades atteints de Covid-19. Ah, c'est bon. Alors, là, j'ai les agents responsables. Alors, c'est un champignon de la classe des zygomycètes, de l'ordre des mucorales, dont les plus fréquentes sont les rhizopus, les mucores et les abscédia. C'est un champignon qui est ubiquitaire, ça profite de présenter les fruits, pains, moisis dans les matières organiques en décomposition. Donc, on le retrouve partout, quasiment partout. Sa porte d'entrée, par l'air et qu'en colonisant les voies respiratoires inférieures, l'infection rhino-cérébrale est déclenchée par l'inhalation des spores et qui se fixe sur les voies nasales, les sinus et après par contiguïté au niveau des tâches cérébrales. Pour certains auteurs, les fosses infratemporales constituent le réservoir des mycormycoses. Chez les hôtes immunocompétents, les spores sont détruits par l'immunité naturelle. L'atteinte des sujets sains demeure rare, heureusement pour nous, 7%. L'âge moyen des patients est de 57 ans après dominance masculine. Les mycormycoses rhinocérébrales touchent rarement la population pédiatrique, donc on les trouve rarement chez les enfants. Les facteurs de risque, comme on a dit tout à l'heure, les sujets diabétiques représentent à peu près 80% des personnes atteintes, particulièrement ceux qui sont en décompensation. D'autres conditions prédisposantes sont rapportées. On a les hémopathies, les neutropénies, les cancers, les insuffisances rénales, les transplantations, les traitements immunosuppresseurs et la corticothérapie. Alors, les formes cliniques, il y a plusieurs formes de mycormycose, entre autres 5. La rhino-orbitocérébrale, c'est la plus fréquente, 40% des cas. La cutanée, on peut avoir la cutanée primitive, la pulmonaire primitive, la gastro-intestinale primitive, et d'autres atteintes disséminées pouvant toucher n'importe quel organe du corps humain. Il faut savoir une chose, que le mycormycose s'accompagne toujours d'une fièvre. Alors, les modes de propagation, plusieurs modes de propagation ont été décrits par contiguïté, périvasculaire et périneurale. Leur caractère angio-invasif résultant des thromboses engendre une nécrose tissulaire de coagulation. Le diabète aggrave les phénomènes de nécrose par les microangiopathies des diabétiques, qui est déjà présente chez eux. Donc, ce qui explique l'atteinte prédominante chez les diabétiques. Alors, la clinique. Au stade précoce, le diagnostic clinique est difficile parce que les symptômes ne sont pas spécifiques. Vous pouvez avoir des patients qui consultent pour des fièvres, des céphalées, des rhinorrhées, des obstructions nasales et des douleurs sinusiennes, ce qui n'oriente pas forcément vers le mycormycose. Vous avez un tableau qui montre les symptômes en fonction de leur importance. Le premier symptôme qui est le plus fréquemment retrouvé, c'est les douleurs. Douleur toute seule ne veut rien dire. Vous pouvez avoir aussi des œdèmes au niveau de la face, surtout au niveau palpébral. Vous pouvez avoir des nécroses cornéennes, nécrose de la cloison, nécrose du palais, des exophtalmies, d'échémosis. Bon, là, chapitre radiologie, c'est ma collègue Dr Okaro qui va vous présenter tout à l'heure. Elle est plus apte à mieux vous expliquer que moi. Alors, le diagnostic. Le diagnostic positif peut se poser sur plusieurs études. Vous pouvez avoir un examen direct qui peut nous donner le diagnostic de mycormycose. Vous pouvez confirmer votre diagnostic par une culture en 24 à 48 heures.
pour identifier l'espèce et étudier la sensibilité aux antifongiques. L'examen histologique montre aussi les lumières vasculaires, lumières des vaisseaux qui sont remplis de filaments larges, non segmentés et avec des ramifications à angle droit. L'examen extemporané permet de poser précocement le diagnostic de mycormycose dans environ 80% des cas, ce qui le problème ici, c'est que tous ces examens sont de faible sensibilité. Malgré que si vous faites un examen direct, vous faites une culture, vous faites un examen extemporané, il y a aussi la PCR mucorale dans le but diagnostic suivi qui est sensible, mais non accessible ici en Algérie. Le diagnostic différentiel de mycormycose se pose avec l'aspergillose invasif. Ils ont la même symptomatologie. Mais c'est l'examen direct et la culture qui vous donne le diagnostic de certitude. Il faut savoir une chose, quand vous suspectez une mycormycose, il ne faut jamais hésiter à faire ces examens, entre autres l'examen extemporané, parce que vous pouvez tomber sur un prélèvement qui vous oriente vers l'atteinte mycologique. Malgré que j'ai dit que c'est une faible intensité, mais il faut le faire. Alors, le traitement. Le mycormycose est considéré comme une urgence médico-chirurgicale instantanée dès la présomption clinique. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre la radiologie ou l'examen anatomopathologique ou mycologique pour commencer le traitement des mycormycoses. Donc, vous commencez le traitement dès que vous avez une présomption clinique de mycormycose. Le traitement repose sur trois grandes bases. Vous avez, première chose, c'est équilibrer les facteurs favorisants, entre autres le diabète. Traitement médical probabiliste. Là, on dit probabiliste. Dès que vous suspectez mycormycose, vous commencez directement le traitement. Entre autres, l'amphotericine B, simple, 1 g, 1,5 g par jour par kilo. Ou l'amphotericine B liposomale, où on peut donner des doses plus importantes, de 5 à 15 mg jour. Si on n'a pas l'amphotericine B simple, l'amphotericine B liposomale, on peut traiter par le posaconazole par voie orale. Il faut savoir qu'on peut le traiter par voie orale ou on peut le donner comme relais à l'amphotericine B. La durée de traitement est de 6 à 12 semaines. Le débridement chirurgical est le plus précoce possible des tissus nécrosés. Donc, pour le traitement mycormycose, c'est commencer le traitement dès qu'on suspecte mycormycose, traitement médical antimycosique et le traitement chirurgical qui doivent être concomitants si c'est possible. Alors, le survie au cours des mycormycoses. Il faut savoir que le pronostic fonctionnel et vital des mycormycoses est grave. Ça veut dire que si on laisse l'infection se développer, on aura des complications fonctionnelles très importantes, irréversibles, ou on peut aller jusque le décès, on en a parlé tout à l'heure, la fréquence de décès chez les mycormycoses est très importante. Le taux de mortalité est très élevé, à peu près à 80% dans des séries, et d'autres séries, on peut atteindre jusqu'à 100%. Le taux de mortalité chute à 58% en cas de traitement antifongique seul, et 23% si le traitement chirurgical est associé, ce qui vous oblige à associer les deux pour avoir un meilleur résultat pour la survie et entre autres le pronostic fonctionnel. La survie passe à 76% en cas de prise en charge dans un délai de moins de 7 jours et 40% en cas de traitement au-delà d'une semaine. Donc, le traitement de mycormycose est une urgence dans le temps et dans le choix de la thérapeutique. C'est-à-dire qu'il faut être très rapide pour le traitement, traiter médicalement et associer le médicament au chirurgical pour avoir de meilleurs résultats. Alors, un mot sur le mycormycose et Covid-19. Les mycormycoses est considéré comme un problème émergent chez les malades atteints de Covid-19. L'augmentation de nombre de publications des cas de mycormycose chez les patients atteints de Covid-19, essentiellement en Inde. Donc, vous avez vu déjà que le mycormycose a vraiment pris de l'essor, surtout pendant la deuxième vague au niveau de l'Inde. Et c'est eux qui ont
plus publiés pour mycormycose. En temps normal, les causes les plus courantes sont le diabète non contrôlé, qui constitue un facteur de risque qui est très important. On a parlé tout à l'heure, les personnes diabétiques, surtout personnes diabétiques, décompensées avec COVID-19. Alors là, il faut savoir aussi que l'inflammation endothéliale qui accompagne le COVID-19 facilite l'adhésion et les pénétrations de microbes. On parle des malades. Non. Vous m'entendez? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On a quelques cas qu'on a reçus à notre niveau, qu'on voudrait partager avec vous et partager notre prise en charge pour ces cas. Si vous voulez, on commence par le premier cas. Alors, c'est une patiente âgée de 43 ans, originaire de Djelfa, admise pour cellulite orbitaire gauche. Donc, il faut savoir une chose, que le mycormycose s'exprime le plus souvent par une exophthalmie. Donc, si vous recevez des patients diabétiques qui ont eu une infection COVID-19 qui consultent pour exophthalmie, il faut toujours avoir en tête une mycormycose. Ça dépend de vos compétences. Si vous avez un bloc, le problème mycormycose, c'est qu'il faut débrider. Il faut traiter chirurgicalement. Si vous avez un bloc et vous pouvez traiter chirurgicalement, vous pouvez le prendre en charge au niveau de l'EPH. Si vous n'avez pas de bloc, il ne faut pas tarder avec le malade. Dès que vous suspectez une mycormycose, vous l'orientez vers un CHU ou un collègue qui fait le débridement. Alors, on a dit qu'elle avait 43 ans, comme antécédent diabétique depuis 10 ans. Elle a eu un Covid en juillet 2021, hospitalisée à Djelfa pendant 45 jours avant son admission pour cellulite orbitaire. Ça veut dire que la patiente a été pendant 45 jours dans un hôpital pour traiter une cellulite orbitaire qui ne régressait pas. Donc, vous voyez qu'elle a perdu beaucoup de temps. Elle nous a été adressée pour non-réponse à la cellulite. Donc, elle n'a pas été adressée pour mycore, elle a été adressée pour prise en charge d'une cellulite qui ne répondait pas au traitement. Elle a été admise, on a fait une incision de Jacques chez elle, on n'a rien retrouvé, elle était blanche. On a l'examen clinique, la patiente était obnubilée, fébrile, avec des effalés intenses, avait un œdème palpebral gauche, vous voyez au niveau de la photo, très douloureux, avec exophthalmie axiale, ophtalmoplégie et cécité. Donc, elle a perdu l'œil gauche. L'examen des fosses nasales, on trouve des croûtes abondantes. Ça veut dire, nous, quand on voit cette patiente, quand on a vu cette patiente, on s'est dit aussi que c'était une cellulite orbitaire. Mais ce qui nous a orientés, c'était l'examen des fosses nasales. Quand on a vu la fosse nasale, vous voyez l'image au milieu, vous avez une nécrose importante de la cloison et du cornet moyen. Là, ça nous a fait tilt. Et on s'est dit que ce n'était pas une cellulite simple. On a contacté notre radiologue attitré, nous a fait une
une IRM, mais on a refait tout le bilan radiologique, entre autres TDM IRM. On a retrouvé un abcès frontal gauche de 5 cm avec signe d'engagement sous valcoréel. On a trouvé aussi une cellulite orbitale gauche prenant le muscle, la graisse et le nerf optique, avec une sinusite gauche, avec thrombose du sinus caverneux. Donc, on a une atteinte de tout l'œil gauche, abcès cérébral et thrombose des sinus caverneux, avec nécrose de la cloison et des cornées. Bien sûr, l'équilibre glycémique était perturbé. Le diagnostic de mycormycose rhino-orbito-cérébrale a été immédiatement posé suite aux examens radiologiques qui ont été faits à son niveau. On a commencé immédiatement le traitement. Ça veut dire le traitement, elle a été hospitalisée la veille, 2 jours après. On a commencé un traitement. La première chose, c'est équilibrer sa glycémie. On a donné du variconazole, Vifent. Il faut savoir que le Vifent ne sert à rien pour le mycormycose. On l'a donné parce qu'on n'avait pas le choix. L'amphotericine P est inexistante en Algérie. On l'a mis sous l'Ovenox et triple antibiothérapie et dose ménagée. À J3 d'hospitalisation, donc à J2, on a commencé le traitement médical. À J3, on a fait une nécrectomie, à savoir cloison, sinus, lampe apéracée, graisse et muscle orbitaire, avec examen extemporané qui est revenu en faveur de mycormycose. C'est la seule patiente chez qui on a fait un examen extemporané et qui est revenu en faveur de mycormycose. Évolution, il a eu une bonne évolution clinique et radiologique, à J7 post-op avec diminution de l'abcès cérébral à 50%, et à J20 suite à un drainage spontané dans les fosses nasales. L'abcès cérébral n'a pas été touché parce qu'on a remarqué qu'il était en train de se traîner spontanément au niveau de la fosse nasale. Et un examen radiologique de contrôle a objectivé une diminution de 50%. Donc vous voyez l'évolution, vous voyez l'image du bas. L'image du bas, vous voyez que l'exophtalmie persiste, mais elle est moins pas importante que son admission. Même le teint de la patiente et l'état physique général s'est amélioré. Il faut savoir une chose, que le pronostic fonctionnel de l'œil était irréversible. Ça veut dire qu'elle a une cécité côté gauche. Donc, il ne faut jamais hésiter à poser le diagnostic et commencer un traitement, même si c'est par excès, et débrider dès que vous voyez de la nécrose au niveau des fosses nasales. C'est la clé de voûte, votre conduite à tenir. C'est trouver une nécrose dans le nez. Si vous trouvez une nécrose, c'est fort possible que ce soit une mycormycose, surtout si le patient est diabétique et a fait une infection Covid-19 auparavant. Vous avez des questions? Ah oui. D'accord. D'accord. Donc, pour nos collègues, donc il y a trois catégories de collègues. Donc, c'est les collègues qui travaillent en dehors des grandes villes, qui n'ont pas de bloc. Il y a des collègues qui travaillent en dehors des grandes villes, qui ont un bloc, mais qui n'ont pas l'habitude de traiter le nez, sinus et faire de la chirurgie endoscopique. Il y a des collègues qui ont un bloc, qui peuvent traiter. Donc, pour les premiers, la première chose à faire, c'est de faire le diagnostic de mycormycose. Il ne faut pas tarder à faire votre diagnostic. Vous avez un patient diabétique qui présente une exophtalmie, nécrose au niveau des cornées ou cloisons. Radiologiquement, ma collègue va vous donner une radiologique à rechercher. Vous trouvez une atteinte sinusienne avec extension orbitaire ou cérébrale, vous devez y penser immédiatement. Surtout
si vous avez des céphalées intenses et fièvre. Ça, vous devez poser le diagnostic et l'orienter immédiatement vers une structure qui peut les prendre en charge, surtout chirurgicalement. Traitement médical peut se faire n'importe où, mais le plus important, c'est le chirurgical, entre autres, associer les deux. Pour les autres collègues, ils peuvent prendre en charge, surtout ceux qui ont un bloc, ils peuvent les prendre en charge, surtout la nécrectomie. L'amphotéricine n'existe pas. L'amphotéricine n'existe pas en Algérie. Il n'y a pas. Donc, on est limité. Donc, le traitement, pour le moment, c'est chirurgical. Le traitement idéal, c'est médical, amphotéricine plus chirurgie. Là, il n'y a pas d'amphotéricine. Maintenant, c'est chirurgie, c'est nécrectomie. Et n'hésitez pas, il faut faire la nécrectomie au maximum. Quitte à rentrer dans l'œil, enlever toutes les structures nécroses. Il ne faut pas hésiter. L'antifongique de seconde intention n'existe pas. Ceux qui sont, on l'a cité tout à l'heure, c'est le posoconazole. Le posoconazole n'existe pas en Algérie. Donc, il n'y a pas. Ça existe, mais c'est pas, il n'est pas disponible. L'amphotéricine, avant, il y en avait, surtout les services d'infection qui travaillaient avec. Même à l'hôpital, on avait l'amphotéricine B. Mais avec, je crois qu'avec le Covid-19, je crois qu'ils ont consommé, pour le moment, il n'y a aucun, même les services d'infection, on a demandé à ce qu'ils nous donnent, et ils ont répondu qu'il n'y avait plus. Non. En général, c'est post-Covid. Ça veut dire votre interrogatoire doit systématiquement rechercher un Covid-19 dans les mois qui précèdent, les mois ou semaines qui précèdent la symptomatologie. Parce que pendant le Covid, vous avez une lésion vasculaire avec la prise de corticothérapie à forte dose et l'immunodépression. Tout ça favorise la greffe mycormycose. Mais il n'y a pas que le Covid. Vous pouvez avoir des gens diabétiques non équilibrés, les immunodéprimés, les insuffisants rénales, les transplantés. Donc, il faut y penser pour chaque personne qui a une immunodépression. Là, on parle du Covid parce que tous les patients qu'on a reçus étaient Covid, avaient déjà un Covid. Mais sincèrement, je crois qu'il y avait des mycormycoses auparavant, mais on n'y pensait pas. Surtout les gens qui reçoivent une chimiothérapie ou transplantation. Il faut y penser. Il faut penser devant toute infection sinusienne, extension orbitaire et cérébrale. Il faut toujours se mettre en tête mycormycose. Systématique, non, de toute façon, avant qu'ils commencent le traitement, techniquement, ils doivent envoyer pour un examen général, cardiovasculaire, rénal et ORL. Mais les immunodéprimés, non, systématiquement, non. On reçoit surtout les gens qui commencent à avoir des complications. Parce qu'on a dit tout à l'heure, au niveau de la clinique, c'est pas spécifique. Il n'y a aucun signe spécifique de mycormycose. C'est l'évolution vers les complications qui nous oriente vers le mycormycose. Vous pouvez avoir une sinusite. Ça, je ne vais pas dire que c'est une mycormycose. Il peut venir au stade de début de mycormycose pour atteinte sinusienne isolée, congestion nasale. Donc, je ne pourrais pas lui dire que c'est mycormycose. Il y a la PCR mycorale, c'est pour le sérum, les anticorps, mais il n'y a pas ici. On ne la fait pas en Algérie. Ça, on pourrait le diagnostiquer précoce. Données statistiques. Non, pour les mycormycoses rhinales, non, il n'y a pas. À ma connaissance, hein, je ne sais pas, on est les seuls services qui ont posé le diagnostic en épargne mal à balai. Je ne sais pas s'il y a d'autres services qui ont posé le diagnostic. Il
il nous le montre. Ah, oh, nous, on a une série de 4 ou 5 malades pour mycormycose. Tous ces malades ont été adressés de l'extérieur, dans des régions avoisinantes. Mais le problème, je vous ai dit, c'est la durée de la prise en charge. Il faut être rapide. C'est tout. Dès que vous suspectez mycormycose, vous n'avez rien à perdre à l'envoyer dans une structure plus apte à le prendre en charge. C'est bon. Donc, je passe la main à ma collègue pour qu'elle vous fasse. Non, non, non. Ça ne sert à rien. L'antibiothérapie ne sert à rien. Au contraire, ça va aggraver la symptomatologie. Je vous ai dit, les antimycosiques, pour le moment, sont indisponibles. Donc, le seul thérapeutique, c'est faire des biopsies, faire une extemporanée, étude mycologique. Il faut jamais oublier de demander, quand dans votre pratique courante, il faut apprendre à demander une étude mycologique. Parce que pour nous, toutes les infections sont bactériennes. Toutes les sinusites sont bactériennes ou inflammatoires ou tumorales. Il ne faut jamais oublier les mycoses. Donc, il faut toujours avoir en tête l'atteinte mycologique et demander l'examen mycologique, malgré que pouvait avoir une mycose sans résultat positif. On a dit qu'elle n'était pas très spécifique. C'est bon. Pour les questions, continuez à inscrire vos questions. On va y répondre après. Et on passe à la radiologie et en même temps, par la suite, on fera le débat sur les différentes questions. D'accord. Donc, je passe la parole à ma collègue, Dr Okaro. Merci. Oui, normalement, on l'a mis. Je ne sais pas comment l'introduire sur le. Est-ce qu'elle l'a mis? Voilà, ça. Alors, bonjour tout le monde. Donc, on va voir l'imagerie des mucormycoses de la sphère ORS, c'est-à-dire à quoi vous allez vous attendre ou quand il faut y penser et puis quels examens demander et comment suivre. Donc, moi, je voulais refaire aussi un rappel sur les mycoses, les sinusites fungiques en général pour savoir faire la part des choses parce que beaucoup ont certaines idées fausses concernant les mucoses et essentiellement la mucormycose. Donc, en fait, comme vous savez, les sinusites fungiques peuvent se présenter sous différentes formes, leur traitement est différent, c'est pour ça qu'il va falloir les différencier. Les formes invasives, comme la mucormycose, qui fait partie des sinusites fungiques invasives, sont graves par leur pronostic vital, comme on l'a expliqué. Le diagnostic est difficile, les symptômes non spécifiques, comme a dit mon collègue, l'examen non plus. Et à ce moment-là, l'imagerie va avoir un rôle majeur, d'autant plus que des fois, la biologie, elle n'est pas très contributive et ça va être des arguments clinico-radiologiques et biologiques quand c'est possible. Donc, il faudrait faire la part des choses. Il y a donc les sinusites fungiques qui sont invasives et les sinusites fungiques non invasives parce que beaucoup pensent que la sinusite fungique au scanner ou à l'IRM, ça va être la balle fungique, c'est-à-dire les calcifications au centre du sinus, les aspects spontanément hyperdenses des sinus au scanner ou le fameux hyposignal T2 qu'on voit à l'imagerie. Alors, sachez que ça, vous n'allez pas du tout le retrouver dans les mucormycoses ou toutes les sinusites fungiques invasives. En effet, dans les non-invasifs, il n'y a pas de filaments dans les tissus. Ils vont être au centre des sinus. Et cette accumulation
et ces sécrétions qui vont rester lentement et longuement vont donner cet aspect hyperdense et ces calcifications au centre, les balles fungiques. Et elles atteignent surtout les patients immunocompétents. Par contre, les sinusites fungiques invasives, ces filaments mycéliens vont s'introduire dans la muqueuse, l'os, les vaisseaux, etc. Et à ce moment-là, l'aspect radiologique n'est pas le même. Pour former des calcifications, il faut beaucoup de temps. Les sinusites fungiques invasives s'installent rapidement. Donc, vous n'allez vraiment pas avoir la même chose. Petite remarque, il y a des immunocompétents qui font des sinusites fungiques invasives et ce sont les sinusites fungiques invasives granulomateuses. Pour les immunodéprimés, on a donné les causes tout à l'heure, mais n'y pensez pas. Le VIH n'en fait pas partie. L'immunodépression ne concerne pas les mêmes éléments de l'immunologie. Donc, on a dit les invasives, les granulomateuses pour les immunocompétents, elles sont dues à Aspergillus flavus. Elles sont rares en Algérie. Il n'y a pas eu de cas décrits en tout cas. Les sinusites fungiques invasives chroniques qui sont dues à un autre germe. Et là, vous allez avoir, vu qu'il y a chronicité, la balle fungique avec les mêmes éléments qu'on va voir tout à l'heure. Pour les sinusites fungiques invasives, elles peuvent être dues à mucormycose et à fumigatus. Et nous, radiologiquement, on ne peut pas poser ce diagnostic-là. On ne peut pas dire mucormycose ou fumigatus. On va vous poser le diagnostic de sinusite fungique invasive aiguë à condition que vous nous disiez que la clinique est très rapidement évolutive. Donc, quel sera l'intérêt de l'imagerie? Donc, évoquer le diagnostic en premier, d'effectuer un bilan d'extension aussi complet que possible des lésions, rechercher les signes de gravité, notamment les atteintes du sinus caverneux, l'orbite, le système nerveux central et les atteintes vasculaires. Vous précisez les variantes à risque chirurgical, vu que le traitement est essentiellement basé sur la chirurgie. Ces variantes-là, elles seront précisées uniquement au scanner. Ce n'est pas possible de le faire à l'IRM. Et on fera un suivi. Donc, quelle imagerie demander? Donc, sachez qu'actuellement, il n'y a plus d'indication à la radiographie des sinus, quelle que soit la présentation clinique. Une radio des sinus, ça s'appelle irradier un patient pour avoir zéro information au final. Vous allez avoir comblement ou normal, mais ça ne dira rien du tout. Ni ça n'appréciera des lises, des extensions orbitaires, etc. Donc, essayez d'éviter au maximum les radiographies des sinus. Maintenant, si vous êtes dans un endroit où vous n'avez aucun accès à l'imagerie, vous pouvez le faire, mais sachez que ça ne vous apportera rien du tout et vous ne pouvez pas vous arrêter à ce niveau-là, même si elle est normale. Donc, qu'est-ce qu'il faudra demander? Il faudra demander une TDM des sinus sans injection de produits de contraste en première intention. Sans injection, c'est vraiment suffisant, d'autant plus que si vous avez des insuffisants rénaux, si vous avez des sujets en diabète décompensé ou qui sont sous glucophage, où il y a donc un problème avec l'injection d'iode, ne le demandez pas rapidement. Parce que sans injection, on peut répondre à beaucoup de questions. Maintenant, si à l'imagerie, on vous dira qu'il y a des signes d'extension extra-sinusienne, à ce moment-là, oui, il va falloir injecter du produit. La meilleure chose à faire, après le scanner sans injection, c'est de demander une IRM. D'accord? On n'injecte pas au scanner si l'IRM est disponible. L'IRM est l'examen de seconde intention et alors elle la fait toujours avec injection. Et ce qu'il faut prescrire, ça va être une IRM sino-orbito-cérébrale, plus ou moins séquence angiographique si vous avez des signes vasculaires associés, c'est-à-dire des AVC ou autres, ou des signes de thrombose du sinus caverneux, etc., mais surtout les AVC. Pourquoi il faut écrire sino-orbito-cérébrale? Alors, l'IRM, ce n'est pas comme au scanner, c'est-à-dire que quand le patient va rentrer dans la machine, il va passer. Au scanner, c'est une seule acquisition, il y sort et on peut faire beaucoup de reformatage, on peut analyser de différentes manières. À l'IRM, non. Si vous êtes demandé une IRM sinusienne, ça ne comportera pas le cerveau, ça ne comportera pas forcément les vaisseaux. Si vous demandez une IRM cérébrale seule, ce n'est vraiment pas le même protocole. À l'IRM, l'exploration de chaque étage nécessite un protocole particulier avec des séquences particulières et même le temps n'est pas le même. Donc, si vous êtes dans une structure hospitalière, on le fait, le complément facilement, on n'a pas de souci par rapport à ça. Mais si votre patient passe dans le privé et que vous lui dites IRM cérébrale, il ne fera pas le reste. Ça lui prend plus de temps et le prix n'est pas le même. Donc, mettez-vous ça en tête. Donc,
Quand est-ce qu'on va injecter au scanner? C'est quand notre IRM n'est pas accessible, elle n'est pas disponible et qu'on a des signes d'extension extra-sinusienne au scanner et qu'on verra par la suite. Donc, à ce moment-là, on va dire quels sont les différents aspects que vous pouvez rencontrer. Sachez que vous pouvez avoir une imagerie tout à fait normale, c'est-à-dire tout est sain, dans 12% des cas au début. Donc là, il va falloir vous fier à votre clinique, à votre examen endoscopique. Si vous avez des signes d'appel, ok, si vous ne l'avez pas, gardez le patient en surveillance et demandez-lui de revenir rapidement et on réeffectue des examens au moindre signe d'appel. La seconde chose que vous allez avoir, ça va être un épaississement muqueux simple qui est unilatéral. À ce moment-là, il n'y a aucune spécificité. On reviendra toujours à la corrélation clinique. Et c'est par la suite que vous allez avoir des destructions osseuses, des atteintes des parties molles et du système nerveux central. Donc, première image que vous allez avoir au scanner. Donc, ça va être cet épaississement muqueux. OK? Donc, il suit le cadre sinusien, il a l'air un peu polypoïde, il n'a aucune spécificité. Le comblement retenu est souvent unilatéral, contrairement à d'autres sinusites ou à d'autres pathologies granulomateuses. Et ici, l'os est tout à fait normal. Veuillez donc veiller à regarder vos sinus. Si votre radiologue ne vous le précise pas, apprenez à jeter un petit coup d'œil à deux choses. Là, donc le 5-2 va passer au niveau du foramen infraorbitaire. Parfois, il peut être atteint. Donc, vous faites toujours des analyses comparatives. Si c'est un peu dilaté, on complète. Vous regardez aussi votre orbite. La graisse est censée être noire. Les muscles qui sont censés avoir la même taille. Dès que vous avez des symétries de taille ou un peu de blanc dans du noir, pensez à une extension. Seconde chose, vous allez avoir des espèces d'épaississements polypoïdes. Ces épaississements polypoïdes vont être donc très denses et ils vont liser, vous allez avoir des lises osseuses. Par exemple, chez ce patient qui avait eu donc, des lises de la paroi orbitaire donc, interne, c'est-à-dire la lymphapiéracée, de la paroi orbitaire inférieure avec du tissu qui s'est retrouvé au sein de l'orbite. Vous allez donc avoir aussi des lises parfois qui vont se retrouver en regard du canal lacrymal et qui peuvent vous prêter à confusion avec des dacryocystites qui sont compliqués, mais sachez que ces dacryocystites ou des infections du canal lacrymal ne sont pas aussi destructrices ou elles ne s'accompagnent pas de toutes ces atteintes. Donc, vous regardez votre clinique et puis les antécédents et les évolutions du patient. Autre chose, quand vous allez rechercher des atteintes donc, extra-sinusienne. Qu'est-ce qu'il va falloir regarder? Donc, vous faites toujours une analyse comparative des deux côtés. Vous avez vos parois des sinus et là, vous regardez les parties molles toujours. Ici, on a de la graisse, c'est du noir, et un fascia et du tissu qui est en gris. Ici, la zone grise est un peu plus épaisse. Donc, on a des extensions au niveau jugal. Ces extensions, elles peuvent être dues à deux choses. Ou il y a eu une rupture de la paroi antérieure du sinus avec extension, ou parfois les extensions périnerveuses via le 5-2 qui vont se retrouver ici. Deuxième chose à regarder, vous regardez ici en arrière vos boules graisseuses de Bichat. Donc la graisse est noire au scanner, je le répète. Donc ça doit être vraiment homogène. Si vous avez des structures un peu denses en arrière, pensez donc à une extension un peu plus en profondeur. Dès que vous avez ces signes-là sur un scanner sans injection, on passe à l'IRM avec injection. Ce n'est pas disponible, on injecte au scanner. Deuxième chose qu'on a retrouvée, pardon, il manque un B, c'était les ostéomyélites de la base du crâne. Et ça, c'est un gros problème. Ces ostéomyélites de la base du crâne, vous n'allez pas les retrouver sur un scanner des sinus simples. Pourquoi? Parce que quand on fait un scan des sinus simples, l'acquisition va s'arrêter à ce niveau. Elle ne prend pas tout le cerveau. C'est pour ça que l'étape d'après, vous aviez une extension extra-sinusienne, scanner orbito-cérébral ou IRM. Donc, ces lésions-là vont être retrouvées sur un scanner cérébral et vous avez, donc vous regardez vos structures osseuses, on aura une ostéolyse assez importante. Chez ce patient, en fait, il n'était pas connu pour une sinusite, il n'en avait pas parlé du tout. On l'avait reçu pour un AVC. Et c'était sur son IRM cérébral qu'on avait retrouvé une espèce d'épaississement assez profond au niveau de la base du crâne et on a fait des compléments par la suite. Donc, les lésions qu'il avait eues, donc prenez le foramen déchiré antérieur, là où passait la carotide. Donc, il y avait une ostéolyse un peu partout.
il y avait une extension postérieure dans les boules graisseuses de Bichat via le sinus maxillaire et via le sinus sphénoïde. Et le problème, c'est que ces lises-là ont été à l'origine de séquestres osseux. Chose qu'il faut retenir, c'est-à-dire il faut demander à votre radiologue, est-ce que ces séquestres-là existent? C'est quoi un séquestre? C'est une partie osseuse qui va être détachée des autres structures. Cette partie osseuse-là, il va falloir que votre radiologue s'acharne à la rechercher et à les compter. Pourquoi? Parce que quand vous allez mettre un traitement, ces séquestres osseux ne sont plus vascularisés. Même si vous avez d'amphotéricine B, elle n'atteindra jamais ces zones-là et elles peuvent garder de l'activité, sauf s'il y a cicatrisation qui s'est faite par la suite par réduction des phénomènes inflammatoires. D'accord? Voilà. Sinon, l'IRM. Qu'est-ce que vous allez avoir comme signe précoce à l'IRM? Si vous avez une clinique assez parlante, un contexte post-Covid, etc., et que le scanner n'était pas très contributif, avant l'apparition des destructions osseuses, même des cornées, etc., il y a donc ce qu'on appelle l'épaississement muqueux qui est simple. À l'IRM, comment il se voit? Cet épaississement muqueux, donc vous allez avoir un rehaussement, ça veut dire une prise de contraste, donc du blanc au niveau de la muqueuse et une sous-muqueuse qui sera grise. Ça, c'est un épaississement simple. Quand il va devenir tout blanc, là, on va aller dans l'invasif. Le signe le plus précoce et le plus important, Recording stopped. Recording in progress. Oui, normalement, ça y est. Alors, la question, c'était quoi cette séquence? Alors, cette séquence, donc, c'est une coupe coronale en T1 et après injection de gadolinium. D'accord? Ce sont des séquences injectées. On cherche de l'ischémie, on cherche un tissu qui ne plus vascularisé et l'autre signe, c'est qu'il ne prend plus le contraste. Il n'y a plus de gadolinium qui va passer dans le tissu. Donc, c'est un signe que vous trouvez sur des T1 injectés et le coronal, la coupe coronale, c'est la meilleure pour bien visualiser le coron. Ensuite, alors, deuxième signe, donc tout à l'heure, on avait parlé de cet épaississement muqueux. On avait dit que c'était du blanc en muqueux avec une sous-muqueuse qui était grise. Donc, un épaississement qui n'était pas spécifique du tout. Ça passe pas. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Le signe le plus précoce, car il y a eu une coupure d'Internet. Alors oui, on reprend. Alors, le signe le plus précoce, c'est ce que nous appelons le Black Turbinate Sign, c'est-à-dire
Black, c'est noir, c'est-à-dire que vous allez avoir un cornet qui sera en noir. Un cornet en noir parce qu'il est ischémié, avasculaire à cause de l'invasion vasculaire liée aux champignons. Donc, comment on le voit? Vous allez regarder des séquences en T1, d'accord? Après injection, bien sûr, on injecte, on va voir que toutes les muqueuses vont devenir blanches, c'est-à-dire qu'elles ont pris le gadolinium, elles sont vascularisées, et puis une zone qui est homolatérale à la clinique, souvent, qui va être tout à fait en noir, donc en début de nécrose. Ça, c'est le signe le plus précoce, c'est-à-dire le cornet est toujours là, mais il n'a pas pris le contraste. C'est que l'injection qui peut le dire. La destruction du cornet, ça va être un signe qui est un peu plus tardif, que vous allez voir vous-même à l'examen. La personne va avoir des cornets qui auront disparu alors qu'elle n'a jamais subi de chirurgie. Mais par contre, quand on a visuellement des cornets, tout va bien, mais dès qu'on injecte, le cornet devient noir. Il n'a pas pris le contraste. Sinon, vous allez avoir une association avec, j'avais dit, un épaississement muqueux qui est simple ici, c'est-à-dire rehaussement muqueux, sous-muqueuse grise, et ensuite le pourtour de l'os qui avait pris le périos, qui avait pris un peu le contraste. Deuxième signe, ça va être cet épaississement qui n'est plus muqueux simple, mais ça va être un tissu, c'est-à-dire il va être tout blanc. Il n'y aura pas d'alternance blanc et gris, comme une muqueuse normale. Et vous regardez, donc à ce moment-là, est-ce qu'il y a une extension dans votre orbite? Ici, la graisse était noire, là, c'est comme ça devenir blanc, donc il y a eu une infiltration. Et puis regardez, vos muscles intra-orbitaires, ils sont asymétriques. Pensez toujours à faire un comparatif. Ici, c'est un peu plus gros et c'est beaucoup plus blanc, donc il y a certainement une infiltration intra-orbitaire. Sinon, les autres signes, donc ça, c'est une séquence T2. Vous pouvez avoir une infiltration, une graisse qui était noire et qui devient blanche, ou aussi un rehaussement intra-orbitaire. Chez le patient dont j'avais parlé tout à l'heure qui était venu pour un AVC, donc bon, ça, ce sont des images post-chirurgicales, il avait donc une atteinte du sinus caverneux. Le sinus caverneux se situe ici. Si vous avez donc vos carotides, donc une espèce c'est-à-dire des yeux en regard de part et d'autre de votre sinus sphénoïde. Donc, qu'est-ce que vous allez regarder? Donc, toujours, on va chercher des asymétries. Un sinus caverneux normal va se rehausser d'une certaine manière. Ici, vous avez une grosse boule blanche. On regarde du sinus caverneux. Et si on comparait donc les deux artères carotides, celle-ci était noire, normale, et celle-ci était thrombosée. Elle était toute blanche. Donc, il y a eu donc une invasion. Une personne qui a une sinusite avec un AVC concomitant, pensez-y, parce que c'est très important. Ici, il avait son fameux séquestre osseux. On a du tissu qui avait complètement entouré l'os. Celui-là s'est détaché et celui-là, c'est un problème parce qu'il peut pérenniser l'infection même si un traitement a été établi. S'il n'y a pas de consolidation qui se fera ici, le patient va toujours garder son problème. Toujours le même malade. Ici, c'est une vue, donc une injection en coronale, la carotide qui est bouchée, infiltration du sinus caverneux. Donc, je voulais parler des séquences angiographiques qu'il va falloir demander. Beaucoup de personnes ne font pas la différence entre une IRM avec injection ou un examen avec injection et une angio-IMR ou un angio-scanner. Alors, injecter ne veut pas dire faire une analyse précise des vaisseaux. Quand on veut une analyse précise des vaisseaux, on demande l'angio-IMR. Si votre patient a un AVC concomitant, il va falloir le demander. D'accord? Ici, je voulais juste vous montrer une image d'angio-IMR. Ici, c'est le même patient. La carotide est présente. L'autre côté était complètement absent. Il avait une thrombose totale. Voilà. On arrive maintenant au diagnostic différentiel. Donc, les diagnostics différentiels dont je vais parler, ça va être des diagnostics différentiels radiologiques. Je ne vous dirai pas comment différencier les mycoses entre elles. Ça va être la biologie qui va le faire. Mais qu'est-ce que le radiologue, c'est-à-dire les réponses que peut donner un radiologue s'il n'y pense pas, si vous n'avez pas précisé assez de clinique ou la durée, la progression, etc., qu'est-ce qu'il va vous décrire? Et donc, cette description-là devra tilter à votre niveau et qui voudra dire plusieurs choses, donc plusieurs diagnostics possibles. Donc, au début, il pourra vous décrire une simple sinusite, il ne vous dira rien du tout. Et le différentiel, ça va être toutes les sinusites ou toutes les lésions des sinus. Ça va être votre surveillance et le reste de l'examen clinico-biologique. Tardivement, quand on commence à avoir des lésions osseuses et des destructions,
Si vous ne nous dites pas que c'est une progression rapide de la maladie, qu'il y a un contexte de diabète, un post-Covid, etc., on ne peut pas y penser. Et le principal diagnostic radiologique, ça va être les granulomateuses, et essentiellement le Wegener, parce qu'il va donner une destruction osseuse, donc ça c'est une lise de la cloison nasale, il va pouvoir donner des destructions des passages dans les boules graisseuses de Bishop, parfois des extensions durales, méningées, intracérébrales, et aucun moyen de différencier les deux, sauf que la clinique, ça va être une évolution beaucoup plus chronique, qui va, c'est-à-dire durer plusieurs mois de sinusite. Donc, le patient est souvent traité pour des sinusites chroniques qui va poser certains problèmes ou avoir il peut être déjà connu pour la granulomatose. Sinon, petite différence où il faut y penser, c'est que c'est bilatéral et que les mucormycoses sont unilatérales la plupart du temps. Sinon, c'est les tumeurs et pseudotumeurs inflammatoires. Donc, au final, clinique plus radiologie plus biologie, si possible. Pour ce qui est du suivi radiologique, la littérature dit, et certains de nos patients ont pu en bénéficier, le suivi se fait par PET scanner. D'accord? Dans la littérature, c'est ça. Là, le truc, c'est que le PET scanner n'est pas disponible. On en a un à Bablouette, même pour nous, ce n'est pas disponible pour tout le monde, ce n'est pas assez évident. Donc, de préférence le PET scanner, pourquoi? Parce que c'est le seul examen à pouvoir identifier les signes d'activité. L'ostéolyse va mettre très longtemps à guérir. D'accord? Mais le sujet, c'est-à-dire peut ne plus porter de mycose et la lésion osseuse est toujours là, c'est juste qu'elle met du temps à guérir. Par contre, on ne pourra pas dire s'il est toujours malade ou pas. La clinique, ils peuvent se porter bien cliniquement, avoir toujours des signes radiologiques et avoir des signes d'activité de fond. Et le seul examen à pouvoir les diagnostiquer, c'est le PET scanner. Deuxième chose, ces espèces de séquestres osseux dont j'ai parlé tout à l'heure, leur activité, est-ce qu'ils ont répondu au traitement ou pas, ou est-ce qu'ils se sont accolés et comment ils sont, il n'y a que le PET scanner qui peut les analyser. Sinon, si on ne l'a pas, comment on fait? On va faire un suivi par IRM essentiellement et scanner quand il y a aggravation. Donc, plus de lise osseuse, on peut faire des scans pour chercher plus de choses. Sinon, le suivi se fera par IRM. L'IRM sera toujours un complément du PET scanner, toujours un complément du scanner. Le rythme, il n'y a pas de rythme spécial, ça va être au cas par cas, selon la gravité, selon ce que vous avez fait à votre malade, si vous avez pu le traiter médicalement, chirurgicalement, ce qu'il avait au départ. Donc vraiment au cas par cas, sinon la durée de surveillance, c'est un minimum de 10 mois quand le patient va répondre. Voilà, donc en conclusion, je voulais donc dire que la radiologie a un rôle important dans le diagnostic et la prise en charge des sinusites fongiques invasives, notamment des mucormycoses de la sphère ORL. Il va falloir que vous orientiez votre radiologue si la clinique est suggestive pour qu'il puisse y penser directement et chercher plus, pousser les examens, regarder des structures avec plus d'attention. Donc, vous l'orientez et demandez rapidement une IRM si le scanner donne des signes d'extension et au moindre signe d'aggravation, vous pensez à l'IRM. Voilà. Merci beaucoup. Alors, de rien. Alors, est-ce que le PET scanner est disponible au privé? Alors, à ma connaissance, il y a une seule structure qui a le PET scanner, c'est Mahmoudi. On va pas de la pub. C'est pas le but, c'est à Tizi Ouzou. Mais il faut le dire, voilà, on ne sait jamais. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a une seule structure privée qui a ça, c'est Tizi Ouzou, c'est l'hôpital privé de Mahmoudi. Sinon, à l'hôpital, ça va être le CHU Babouette. Plus précoce. Alors, quelle place de la corticothérapie? C'est quoi? Place de la corticothérapie. La corticothérapie. Nous, on ne la donne pas. Parce que on la donne sauf si on a une éventualité de récupérer l'activité, surtout l'œil. Là, vous avez une atteinte du nez qui passe au sinus vers l'œil, et après ça passe vers le cerveau. Donc, si vous avez le malade où tout
tout au début, vous pouvez donner une corticothérapie, mais toujours y associer un antimycosique avec traitement chirurgical. Toute seule, vous allez aggraver la symptomatologie. Donc, seul, non. Alors, la scintigraphie, la scintigraphie a un problème de résolution spatiale. Vous allez, en fait, la scintigraphie, l'activité, elle a beaucoup de faux positifs. À défaut du PET scan, il n'y a pas eu beaucoup de littérature dessus. Parce que ailleurs, là où il y a eu des études, ils ont accès au PET scanner pour ces personnes-là. La scintigraphie, c'est un examen qui n'a pas de résolution spatiale. C'est-à-dire que vous allez avoir juste un truc qui va s'allumer au niveau du crâne. Mais on ne saura pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que des fois, il y a des ganglions qui s'allument là-bas? Des fois, il y a juste un épaississement muqueux. Est-ce que c'est dans l'os? Est-ce que c'est ailleurs? Alors qu'un PET scanner, vous avez la résolution spatiale du scanner et la fixation à un endroit assez précis. Et ensuite, il va falloir mesurer parce que que ça s'allume, que ça prenne donc le contraste à la scintigraphie, ça ne veut rien dire. C'est l'intensité. Parce qu'on peut garder un minimum, c'est-à-dire de lésions actives, c'est juste de l'inflammation active, inflammatoire, qui va rester longtemps. Et après, au PET scanner, ils font des mesures. Ils mesurent l'intensité de cette activité pour dire est-ce que c'est toujours en cours, voilà, si c'est pathologique ou c'est juste des séquelles d'inflammation. Donc, scintigraphie, finalement, pas vraiment intéressante. Le scanner et l'IRM vont être beaucoup mieux. C'est-à-dire l'injection, la prise de contraste, etc. Très intéressant. Merci au professeur Hachmi et toute l'équipe de Babelwed et aux radiologues pour les excellentes présentations. Oui, il m'a présenté. C'est Oukaour, c'est Dr Oukaour et je suis radiologue à Babelwed. Quand est-ce qu'il faut prescrire le PET scanner? Alors, si vous avez un accord de vos nucléaristes, le PET scanner va être prescrit d'emblée. Dès le moment où vous posez le diagnostic, vous faites un PET scanner d'emblée. Pourquoi? Parce que c'est un examen qui va servir, c'est-à-dire un examen de référence, de base. Il faut avoir l'imagerie première, l'aspect de l'activité au début, comment il était, pour pouvoir faire un suivi et faire un comparatif, comme pour les autres techniques d'imagerie IRM ou scanner. Non, pour le suivi, non. Dès le départ, normalement, tous les patients devraient bénéficier d'un PET scanner pour avoir une imagerie de référence. Et ensuite, on continue à faire un suivi au PET scanner. Au mieux, certains disent chaque mois, tous les 2 mois, faire un PET scanner et faire un comparatif de l'évolution. Est-ce qu'il y a une aggravation de l'activité ou est-ce que ça a diminué ou est-ce que ça a répondu complètement? Pour résumer, le traitement est exclusivement chirurgical vu l'indisponibilité d'antifungiques. Ah oui, malheureusement, oui. Et ça ne veut pas dire que le patient va guérir parce qu'on ne peut pas atteindre les zones profondes. Comme docteur Okaro vous a dit, peut avoir une ostéomyélite de la base du crâne. Là, le traitement chirurgical va débrider toutes les structures en avant, mais en profondeur, on ne peut pas les atteindre. Donc, le traitement médical est indispensable pour les zones qu'on ne peut pas atteindre. Le débridement, il faut savoir une chose, le débridement enlève tous les tissus nécrosés pour lesquels le traitement médical ne peut pas atteindre. Donc, comme Dr Okaor vous a expliqué, toutes les zones nécrosées ne sont pas vascularisées. Donc, c'est un foyer de mycose. Donc, le traitement médical ne peut pas les atteindre. Il n'y a que le traitement chirurgical qui peut les atteindre. Par contre, les foyers profonds, le traitement chirurgical ne peut pas les atteindre, mais on doit les traiter médicalement. Donc, en conclusion, pour le moment, en Algérie, on n'a pas le choix. Le traitement de référence, maintenant, c'est le traitement chirurgical. Merci. J'ai toujours ma question qui revient. Est-ce que vous avez eu des expériences sur le terrain dans ce sens? Ah, Oui. pour les confrères, est-ce que vous avez déjà reçu des malades qui présentaient la même symptomatologie ou
les mêmes images radiologiques qui étaient suspectes pour vous et que vous n'avez pas pu donner ou poser un diagnostic. La question, fluconazole, non. Non, non, non. L'indication de traitement médical est précise. Vous avez l'amphotericine B et posoconazole, c'est tout. Il y a d'autres molécules. Non, aucun traitement. On a essayé tous les traitements, rien. On a essayé de tête. L'amphotericine B. Non, il n'y a pas. Non, ils ont les autres traitements antifongiques. Oui, oui. L'AMM pour le mycormycose, c'est l'amphotericine B. Et la posoconazole. Là, il y a une rupture. Une rupture pourquoi? On ne sait pas. Mais pouvez-vous vous débrouiller? On a plus récemment se débrouillé un traitement pour un agent de force de l'ordre. Donc, ils ont pu se débrouiller. Donc, à ma connaissance, non, plutôt pas pour l'instant. Donc, une chose à vous dire. Les collègues, il faut toujours discuter avec vos collègues radiologues. Nous, comme on a pu faire le diagnostic, rien qu'en discutant avec le radiologue, on a pu l'orienter et lui nous a confirmé nos doutes, confirmé entre parenthèses. C'est-à-dire, vos arguments étaient en faveur de mycose. Donc, n'hésitez pas à discuter avec votre collègue. Donnez-lui votre clinique, donnez-lui les idées diagnostiques que vous avez en tête et comme ça, il pourra vous aider. Donc, discutez. Il faut discuter toujours avec ses collègues. Est-ce qu'il s'agit d'une complication très tardive de la COVID, c'est-à-dire qu'on pense à ça au-delà de 6 à 12 mois? Alors, au CHU de Rouen, on a reçu 3 patients avec le même tableau, 2 cas confirmés et les 2 traités par le fluconazole avec bonne évolution clinique et radiologique pour les 2 malades. Question, à quel stade ils étaient donc, est-ce que c'était des atteintes un peu extensives, cérébrales et tout, et comment avez-vous pu confirmer? Voilà. Pour le Covid, il n'y a pas une date précise, il n'y a pas une durée précise pour l'infection. On vous a dit que le mycormycose n'est pas spécifique aux gens qui ont un Covid. Il est plus fréquent chez des personnes qui ont un Covid, diabétiques et immunodéprimés. Donc, si vous avez des antécédents de Covid, pensez-y. Il ne faut pas hésiter à penser à ce genre de diagnostic. En post-Covid, on a reçu on a une série. Delta, voilà. On a une série. 5, 3, 4, 5. Grosso modo 5. Oran, CHU Oran. Vous avez reçu 3 patients. Vous avez confirmé le diagnostic comment et ils étaient à quel stade? Ça veut dire les lésions étaient 2 malades, atteinte sino-orbitaire, 3e atteinte sino-orbitaire cérébrale et cutanée, décédé. On vous a dit, si on tarde, je vous ai dit, le taux de décès est très important si on tarde à faire le diagnostic et à prendre en charge. Alors, 2 malades, comment vous avez fait le diagnostic? Est-ce que c'était clinique radiologique ou vous avez une confirmation biologique? L'histologie. L'histologie vous confirme l'atteinte mycologique. La collègue. C'est ça, on ne peut pas faire là. C'est-à-dire pour le traitement, en fait, si il s'agit d'aspergillus fumigatus ou est-ce que c'est mucormycose, vous allez juste avoir à l'histologie filament mycélien invasif.
dans la muqueuse, etc. Mais ils vont pas, l'histologie ne va pas différencier le germe exactement. Vous l'avez traité, ah oui, mycologique. Ils vous disent que c'est mycologique. Ils ne vous donnent pas l'espèce. Mais Ah, le traitement est différent selon l'espèce. voilà. Ça doit être un aspergillose. Une Il n'y a pas de son. Alors, vous avez d'autres questions, des expériences à partager? Ah. Ils n'ont pas actif. Si vous n'avez plus de questions, on en arrête là et Moi, ce que je voudrais savoir, c'est dans le domaine ORL, compris radiologique, on va profiter aussi par rapport à la radiologie. Vous, en tant qu'ORL, quelle aurait été les formations dont vous souhaitez, dans le domaine de la formation continue, bien sûr, hein, profiter pour cette année? en attendant, question, quelles sont les localisations fréquentes sinusiennes? Alors, à l'imagerie, on a une atteinte des hémisinus, mais tous les sinus sont atteints généralement en même temps. En premier, le maxillaire, mais dès qu'il y a, ça commence à ce niveau-là, mais en fait, ça va s'étendre à l'ethmoïde et au sphénoïde, et c'est à partir de ces zones-là que vont commencer les extensions extrasinusiennes. Mais les cas que nous avons reçus, ils avaient une atteinte de tous les hémisinus, maxillaire, ethmoïdal, sphénoïdal. Il n'y a pas un sinus en particulier. Il n'y a pas un sinus atteint en particulier. En général, comme son nom l'indique, rhino-sino, orbito-cérébral. Donc ça commence par le nez, ça rentre dans le sinus maxillaire, ça atteint l'ethmoïde, le sphénoïde, rarement le frontal. Frontal, non. Vous avez l'atteinte la plus importante, c'est le maxillaire, ethmoïdal, sphénoïdal. C'est de là où l'infection se propage par contiguïté vers l'orbite, sinus caverneux, cerveau. On a eu 2 cas de frontal, mais tous les autres, ils avaient plus ça. Frontal pur. Non, pas frontal pur. Ah, extension vers frontal. Tous les sinus. Là, tous, ils avaient. Et pansinusite unilatérale. Alors, si vous souhaitez avoir d'autres formations dans le domaine ORL, concomitant, on pourra y participer. Donc, si vous avez des propositions pour une prochaine séance, voilà. Merci à vous. Merci à vous. Sahaf Tarkom.